Moi, aujourd'hui, je vais vous parler bactéries et supercolle, un lien incassable. Et deuxième titre, qui est mon titre favori, les bactéries, ces petites bibites attachantes. Titre qui vient de Joanie, merci. Et j'espère qu'à la fin de cette présentation, je vais arriver à vous convaincre que les bactéries sont nos amis et qu'il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Alors, donc on sait, les accidents arrivent, on casse tous des trucs, ça arrive tous les jours. Et souvent, c'est un petit peu... Oh, joli. Bon, nous allons avoir... Ouais, ça vient, voilà. Donc, nous avons... C'est souvent un peu le casse-tête pour choisir quelle colle va coller quoi. Là, c'est moi à Canadian Tire et il y a plein de colles différentes, on ne sait pas laquelle choisir. Et en plus, surtout, si on regarde derrière ces colles, c'est quand même pas toujours cool, les colles synthétiques. On peut voir, il y a irriter les yeux, coller la peau, peut provoquer de graves lésions, ça explose, ça flambe, il y a des têtes de mort, enfin bon, bref, c'est pas cool. Donc, on pourrait se poser la question, il y a peut-être de la place pour des nouvelles colles, des colles nouvelle génération qui seraient plus responsables de l'environnement, parce qu'aussi toutes ces colles synthétiques, c'est toutes des dérivés du pétrole. Bientôt, on n'a plus de pétrole et on va continuer à casser des trucs, donc il va falloir trouver une alternative. Donc, une des alternatives, ça serait de regarder du côté de la nature et de s'inspirer de ce qu'on appelle le biomimétisme. Le biomimétisme, c'est s'inspirer des procédés qui ont déjà été inventés dans la nature et qui ont été perfectionnés au cours des millions d'années, ou même des milliards d'années d'évolution. Donc, le biomimétisme, c'est pas un truc nouveau, c'est un truc dans la vie de tous les jours, on est entouré d'objets qui ont été faits inspirés par la nature. Donc là, je pourrais faire un séminaire d'1 heure sur le biomimétisme, mais bon, je me suis limitée à 6 exemples que j'aimais bien. Donc par exemple, le premier exemple de biomimétisme qui a marché, je dirais, c'est la machine à voler de Leonardo DiCaprio, j'allais dire. Bien joué, de Leonardo da Vinci. Voilà, qui s'est dit, si les oiseaux arrivent à voler, pourquoi pas nous? Donc il a réussi à dessiner et à inventer une machine qui a permis à l'homme de voler. Ensuite, d'autres exemples. Par exemple, le train à grande vitesse japonais qui est inspiré des Kingfisher, ou bien le nouvel Airbus, l'avion Airbus qui ressemble à un beluga. Des panneaux solaires qui vont dans l'espace, qui sont à peu près 30 fois plus performants que les panneaux solaires classiques. Tout ça en s'inspirant, en regardant les yeux des insectes et voir comment est-ce qu'ils captent l'énergie du soleil. On est arrivé à faire des panneaux solaires, 30 fois plus performants. Les nageurs maintenant arrivent à nager beaucoup plus vite grâce à des maillots de bain qui mimiquent la peau de requin. Ça chasse l'eau, on nage plus vite. Et on a même des systèmes de communication sous-marins qui s'inspirent de la façon dont les dauphins communiquent entre eux. Donc voilà. Et donc nous, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut utiliser ces concepts de biomimétisme pour trouver une colle? Des trucs qui collent dans la nature, il y en a déjà plein. Si vous vous promenez sur la plage, vous allez voir les coquillages accrochés sur les rochers. Vous pouvez voir, tout le monde s'est déjà pris la tête dans une toile d'araignée de voir que ça colle. Les escargots, les limaces qui vraiment lancent des bouts de colle avec leurs yeux pour attraper leurs victimes. Oui, ça existe. Puis même dans le monde végétal, on a les lichens qui vont s'accrocher très bien aux arbres et qui résistent à la sécheresse, aux intempéries, au froid, au chaud. Un lichen, ça reste attaché tout le temps. Pareil pour le lierre sur les maisons. Ceux qui ont du lierre sur les maisons savent que ça peut être un problème. Et même les plantes carnivores, elles ont développé des colles pour arriver à coller leurs proies pour pouvoir les dévorer. Donc voilà. Donc on a des exemples de colles dans la nature dont on peut s'inspirer. Il y a même 3 exemples de colles qui ont été tellement bien étudiés qu'on en est à l'étape de la commercialisation. Le plus courant, c'est le velcro. Tout le monde a déjà vu des habits ou des objets qui tiennent avec des velcro. Le velcro, ça a été inventé par quelqu'un juste en regardant ces petites boules là, les petites boules de bardane qui sont quand même pénibles quand on va se promener et qui s'accrochent à tous les vêtements. C'est des chercheurs qui ont dit, tiens, les petites griffes des bardanes, ça colle vachement bien. Peut-être qu'on pourrait arriver à les reproduire et à les vendre pour faire du velcro. Ça marche. Le gecko tape, c'est pareil, c'est des petites structures. Alors, les geckos, quand ils montent aux surfaces, en fait, si on regarde le bout de leurs doigts, ils ont des des nanos même, je dirais, petites structures qui vont leur permettre de s'attacher aux surfaces. Et hop, c'est ce qu'on voit là
Oh, bah tiens, encore un truc qui ne marche pas, si. Donc, c'est ce qu'on voit là, c'est une photo de microscope. Et en fait, on arrive à recréer ça de façon industrielle et c'est ce qu'on appelle le Gexkin, mais vous savez, les trucs qu'on accroche sur les murs pour pouvoir mettre les tableaux, les trucs comme ça et qui n'abîment pas la peinture quand on les enlève. Bon, ben voilà, tout le monde a déjà utilisé ça. Ben, vous ne saviez pas, mais vous utilisiez en fait de la technologie qui vient d'un gecko. Un autre exemple de glu qui est inspiré de la nature, qui marche super bien, c'est ce qu'on appelle la Celtac, qui est de la colle chirurgicale. En fait, de plus en plus souvent maintenant dans les hôpitaux, pour des petites blessures, au lieu de vous recoudre avec du fil, on va vous mettre de la colle. Bon, ben, c'est de la colle de moule, enfin, qui a été inspirée par la moule, elle ne vient pas vraiment de la moule. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le byssus de la moule, ces petites espèces de ventouses qui s'accrochent au rocher. Donc cette fois-ci, cette colle-là, c'est pas des structures comme les grosses fourches du velcro ou les petits nanopiliers des geckos, mais ce sont une mixture de protéines. Donc c'est plutôt quelque chose de... ouais, ce sont des molécules adhésives. Donc vous allez me dire, bah, Cécile, pourquoi est-ce que tu es chercheur? Pourquoi tu cherches encore des colles si on en a déjà, si on a déjà des colles vertes, tout ça? Donc qu'est-ce que tu fais à part, à part gaspiller l'argent du contribuable? Bon, bah, c'est qu'en fait, ces colles-là, elles sont bien, mais elles collent pas très bien. Si on compare, bon, bah, ça colle à peu près un petit peu plus que la colle à papier, mais si on comparé à la superglue ou à la colle pour coller les dentiers ou les dents cassées, bon, bah, c'est pas très collant. Donc, on continue à chercher des alternatives. Et pour ça, nous, dans notre labo, on s'est penché vers le monde des bactéries en se disant, est-ce que les bactéries ont réussi à trouver une colle qui marcherait mieux que les colles qu'on connaît déjà? Donc, juste pour... parce que pas tout le monde est toujours familier avec les bactéries, donc juste pour vous faire une petite introduction sur les bactéries, parce que bon, c'est quand même important pour moi. Donc, une bactérie, c'est juste un être vivant unicellulaire qui a une taille microscopique. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Juste pour vous donner un ordre de grandeur de sa taille, ça, c'est un cheveu. Et on descend. Et donc là, oui, on a des grains de sable, des grains de sel. À partir d'ici, c'est trop petit, on ne peut plus le voir à l'œil nu, il faut un microscope. On continue à descendre. La bactérie, ça fait entre 1 et 3 micromètres. C'est 100 fois plus petit qu'un cheveu. Donc, quand on passe à une bactérie, en général, on pense à quelque chose de rond, d'ovale, de pas très marrant. Mais je voulais juste te dire, même si ça n'a rien à voir avec ce talk, je voulais juste vous dire que les bactéries sont géniales, elles sont super belles et elles ont toutes les formes possibles. On a des bactéries en étoile, des bactéries en rond, des bactéries en spirale. Enfin, il y a plein de bactéries différentes. Je voulais juste mettre ça là parce que je trouve ça cool et c'est des sujets de recherche que notre laboratoire travaille aussi, comprendre comment est-ce que les bactéries font ces formes-là et pourquoi. Mais c'était juste pour vous montrer que oui, les bactéries ne sont pas juste des petits ovales. Ouais, c'est bien plus que ça. Donc les bactéries sont super nombreuses. Juste pour vous donner un ordre de comparaison, si on prend tous les grains de sable qu'il y a sur la Terre, tous les grains de sable qu'on trouve dans les déserts, dans les plages, dans le Sahara, rien que dans le Sahara, vous imaginez combien de grains de sable dans le Sahara? Ben, vous prenez tout ça et tous les autres grains de sable. Bon, ben, si on les compte tous, on en a à peu près 1 10 puissance 19, ça veut dire un chiffre tellement grand que je ne vais pas essayer de vous le dire, c'est 1 avec 19 zéros derrière. Ça fait beaucoup. Maintenant, vous regardez combien d'étoiles dans l'univers. 1 avec 23 zéros derrière. Maintenant, on va s'amuser à regarder combien il y a de bactéries sur Terre. 1 avec 30 zéros derrière. Ça veut dire qu'il y a, alors attendez, il y a 100 milliards de fois plus de bactéries sur Terre que ce qu'il y a de grains de sable. Et vous pensiez qu'il y avait quand même beaucoup de grains de sable sur Terre. Ben, voilà. Alors, les bactéries, il y en a de partout et elles sont super importantes. Sans elles, on ne serait pas là. Déjà, vous pouvez, rien que dans le corps humain, il y a 500 000 milliards de bactéries. Nos cellules humaines, on en a 300 000 milliards. Donc en fait, on s'imagine être un humain avec un petit peu de bactéries, mais non, on a plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Donc en fait, on est peut-être plus un gros amas de bactéries avec quelques cellules humaines. Et ces bactéries-là sont super importantes. On serait pas là sans elles. Déjà, bon, on sait que dans le corps humain, elles nous servent, elles aident à notre digestion. Si elles n'étaient pas là, ben, on ne digérait pas, donc on mourrait. Elles sont là pour produire toute la vitamine K qu'on a dans le corps. La vitamine K, on peut la manger dans les aliments, mais le corps humain n'est pas capable de la produire lui-même. Si les bactéries n'étaient pas là et lui donner la vitamine K, on serait déficient
en vitamine K. Elles aident aussi notre système immunitaire, elles régulent nos hormones, elles régulent aussi notre état mental, elles nous aident à combattre les cancers, elles luttent contre la dépression. Bon, ça aussi, je pourrais vous faire 1 heure de séminaire sur les bénéfices des bactéries, mais on n'est pas là pour ça non plus. On pourra le faire une prochaine fois si vous voulez. Et donc nous, on n'existerait pas sans les bactéries, mais la planète, telle qu'on la connaît, n'existerait pas non plus. Déjà, si on a une atmosphère avec de l'oxygène, on peut dire merci aux bactéries. 3,5 milliards d'années, c'est elles qui ont commencé à produire de l'oxygène pour nous. Déjà, et si on regarde le nombre d'espèces sur toute la Terre, vous pouvez voir que 80% des espèces sont des bactéries. Les animaux, nous, on est compris dans les animaux, on est juste 8%. Et les plantes, les pauvres, il y en a pas beaucoup. Il y a beaucoup de plantes, mais pas beaucoup d'espèces. C'est souvent la même plante. Donc voilà. Donc les bactéries, ça joue un rôle super important sur la Terre, dans l'air qu'on recycle, qu'on respire. Elles nous aident à recycler nos déchets. Donc elles font partie à part entière de l'écosystème et du maintien de l'écosystème. Sans les bactéries, les plantes auraient moins de nourriture dans les sols, donc elles mourraient. Donc nous, on ne mangerait plus de plantes. Elles aident aussi à la séquestration du carbone. À chaque fois quand on parle sur réchauffement climatique, on dit toujours la forêt amazonienne est super importante parce qu'elle récupère tout notre CO2. Elle est super importante. Mais les bactéries dans les océans font beaucoup plus de boulot que la forêt amazonienne. C'est pas pour ça qu'il faut la détruire, mais il faut considérer les bactéries, c'est tout. Voilà. Et encore plein d'autres choses qui font que sans les bactéries, la Terre ne serait pas la Terre. Donc les bactéries, où c'est qu'elles vivent? Je vous ai déjà dit dans le corps humain, ok, mais sinon elles vivent de partout. On n'a pas encore trouvé un endroit sur Terre où il n'y avait pas de bactéries. Et donc elles vivent dans des environnements super hostiles. Elles peuvent vivre dans les bouillons d'eau bouillante de Yellowstone. On peut les trouver dans les déserts de sel, sur les banquises, de partout. On en a même trouvé sur la Station spatiale internationale. Alors, au début, les chercheurs se sont dit « on a trouvé des bactéries dans l'espace », mais non, en fait, c'était des bactéries qui étaient sur la station quand elle a décollé. Et une fois dans l'espace, elles ne sont pas mortes. Donc quand même, elles résistent même dans l'espace. Et on en trouve aussi dans les décharges. Et on en trouve même, ça c'est une piscine de refroidissement de centrales nucléaires. Elles vivent même là. Elles s'en foutent. Elles vivent de partout. Et en général, quand on les trouve, elles sont généralement, dans la nature, elles sont organisées en biofilms. Donc en général, quand on pense à une bactérie, on pense toujours à une petite cellule toute seule qui nage et qui ne fait pas attention à son environnement. Mais ça, c'est faux. Dans la nature, les bactéries, elles font des biofilms. En fait, c'est ce qu'on appelle une communauté composée de micro-organismes attachés à une surface. Donc en fait, c'est juste des amas de bactéries ensemble. Et elles vont former en général des films. Alors ça aussi, on en trouve de partout. Je vous ai mis quelques... Et les biofilms peuvent être bénéfiques ou problématiques pour nous, les humains, et notre vie de tous les jours. Bon, ils peuvent être bénéfiques quand, par exemple, les biofilms servent pour le traitement des eaux usées qu'on relâche tous les jours. Elles vont bien sûr participer à la transformation des aliments, faire du fromage, le vin, tout ce que vous voulez. Là, j'ai mis du natto, ma foi, je ne sais pas trop si c'est une nourriture ou pas, mais certaines personnes les aiment. On en trouve dans la nature, dans l'environnement. Quand vous traversez une rivière, vous glissez sur un rocher, vous pouvez dire merci aux bactéries, merci aux biofilms. La prochaine fois, vous penserez à moi, peut-être. Voilà. On en trouve aussi dans tous les matériaux faits par l'homme. Donc ça commence à être problématique. Les lentilles de contact, des nids à biofilms, changez-les tous les jours. On en trouve aussi dans les tuyaux, ça peut créer des problèmes parce que ça va boucher les tuyaux, le gros slime à l'intérieur des tuyaux, c'est des biofilms. Et aussi, on pense souvent, malheureusement, quand on passe à biofilm, on pense à ça, dans les hôpitaux, ça peut infecter les plaies, et là, c'est problématique. Donc, pourquoi est-ce que les bactéries vont-elles s'organiser en biofilm? Bon, c'est parce que les bactéries en biofilm, elles sont plus fortes que quand elles sont toutes seules. On va dire, voilà, l'union fait la force. Déjà, si vous êtes dans un environnement où il y a des plus gros que vous qui vont vous manger, si vous faites un groupe et que vous devenez plus gros que votre prédateur, il ne va plus pouvoir vous manger. Donc ça lui permet de se mettre à l'abri des prédateurs. C'est aussi les biofilms, ça permet aux bactéries d'être plus résistantes à leur environnement. Quand elles sont en biofilm, oui, elles résistent mieux aux produits chimiques, elles résistent mieux à la sécheresse, aux UV, donc ça les protège.
Bon, et après, quand elles sont dans une communauté, c'est comme nous, elles peuvent partager leurs ressources, elles peuvent partager leur nourriture, elles peuvent s'entraider. Chose que, donc, comme nous, il y a aussi des guerres bactériologiques, comme pour nous aussi. Donc, c'est pas toujours beau un biofilm en communauté, mais on va pas parler de ça non plus. Et contrairement à nous, elles sont capables d'échanger aussi des informations génétiques et leur ADN. Ce qui fait qu'elles peuvent se donner des nouvelles propriétés, par exemple des gènes de résistance aux antibiotiques, ça c'est problématique. Voilà. Et elles sont plus résistantes aux produits toxiques. Donc je voulais juste, parmi tous ces exemples-là, vous parler d'un, parce que c'est grâce à cet exemple-là que je suis venue à travailler sur les biofilms. Donc, plus résistante aux produits toxiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça peut être une mauvaise et une bonne nouvelle. On entend toujours parler, plus résistance aux produits toxiques, ça veut dire plus résistante aux antibiotiques. Donc ça, c'est un problème. Donc oui, c'est vrai, c'est une mauvaise nouvelle dans le cadre d'une infection et qu'on n'a plus de traitement antibiotique. Quand il y a une contamination à l'hôpital, un biofilm est une mauvaise nouvelle. Mais on peut aussi voir le côté positif des choses. Plus résistance aux produits toxiques, ça peut être une bonne nouvelle quand on doit faire de la biodépollution. Quand on a un environnement super contaminé où il y a tout qui meurt sauf les bactéries, c'est bien de les avoir parce qu'elles peuvent nous aider à bioremédier le sol, à le nettoyer. Les bactéries vont manger la pollution et petit à petit la dégrader pour retrouver un environnement sain. Donc ça, c'est le premier exemple de biodépollution à grande échelle, malheureusement, réussi. C'était la marée noire de l'Exxon Valdez en mars 1989. C'était un supertanker qui a coulé quelque part en Alaska. C'était horrible, il a déversé tout son pétrole et tout. Enfin, moi, j'étais petite, j'ai vu ça. Et en fait, ces gens-là nettoient au Karcher. Et ensuite, il y avait d'autres personnes qui arrivaient, qui mettaient des petits sachets de bactéries séchés. Avec l'eau, les bactéries sortaient de leur sommeil, je dirais, et mangeaient les hydrocarbures. Et grâce à ça, on a pu sauver en quelques mois, on a pu nettoyer l'Alaska, enfin cette partie de l'Alaska. Et c'est en voyant ça, en 1989, je n'étais pas si vieille que ça, et je me suis dit, je veux faire ça de ma vie. Et c'est un petit peu ce que je fais, donc je suis contente. Voilà. Et hop là, je suis en train de perdre mon micro. Et donc pour nous, dans le labo, c'est super important de comprendre pourquoi est-ce que les bactéries décident de faire un biofilm. Comment est-ce qu'elles passent de l'état « je nage toute seule dans l'eau et je suis toute seule » à « je vais joindre la communauté et faire un biofilm avec mes confrères ». Donc voilà. Et ça, on essaye de comprendre quels sont les signaux qui font que la bactérie va passer de un à l'autre. Et ça aussi, c'est d'autres travaux du laboratoire de ces gens-là et de moi-même. Mais ça non plus, je ne vais pas vous en parler parce qu'aujourd'hui, on est là pour parler de colle. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Et ça, c'est la première page du Devoir en 2006, je ne sais plus quel mois, mais en 2006. Et regardez qui est en première page du Devoir, une super colle d'origine bactérienne. D'ailleurs, c'était il y a 20 ans, presque. D'ailleurs, on voit que les choses n'ont pas trop changé depuis 20 ans. Hein. On a toujours des problèmes dans les garderies, on a toujours des tensions entre Israël et le reste du Proche-Orient, et on a toujours le prix du pétrole qui grimpe. Donc on avait les mêmes préoccupations il y a 20 ans. Mais si on se concentre sur cet article-là, je vous ai juste mis une phrase. Les chimistes n'ont jamais réussi pareille performance, c'est-à-dire de faire une colle aussi performante, mais une bactérie parvient depuis la nuit des temps. Voilà. Et cette bactérie, c'est Colobacter crescentus. C'est la bactérie sur laquelle je travaille depuis plus de 15 ans maintenant. Donc là, ce que vous voyez, c'est deux bactéries qui sont... Donc cette bactérie est rigolote, elle a une petite queue, ce qu'on appelle un pédoncule, et elles se tiennent toutes les deux par ce petit point de colle, c'est ce qu'on appelle le holdfast, c'est la colle de Colobacter. Et cette colle, c'est la colle la plus puissante jamais mesurée. Donc c'était vrai en 2006 et c'est toujours vrai aujourd'hui. Aucune colle synthétique ou naturelle ne surpasse la force collante du holdfast. Donc laissez-moi juste vous parler un petit peu de Colobacter. Donc Colobacter, c'est une bactérie pas pathogène, donc ça c'est cool quand on est chercheur et qu'on travaille dans les laboratoires. Donc on la trouve de partout, on l'en trouve même dans les fontaines d'eau filtrées. Enfin, dès qu'il y a de l'eau, il y a un Colobacter. Et c'est pas grave si on la boit, elle est pas toxique. Donc elle vit dans l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que elle
elle préfère les environnements tempérés. Elle ne vivra pas dans notre corps humain. 37, on est trop chaud. Elle préférera vivre dans les rivières, dans les mers, dans les sols, même dans les saumons, on en trouve, mais les saumons ne sont pas à 37 degrés. Je viens d'avoir la discussion ce matin à midi, donc voilà. Et donc ça, c'est notre souche modèle de laboratoire. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit une souche modèle? Bon, ben, c'est une souche qu'on a apprivoisée, je dirais. Donc, on a séquencé son génome, ça veut dire qu'on connaît tous ses gènes, toutes ses protéines, on sait toute l'information génétique qu'elle contient. On a réussi à trouver des outils pour permettre de faire de la génétique à l'intérieur, de pouvoir créer des mutants, de pouvoir faire des choses comme ça. Donc, c'est important pour nous d'avoir des bactéries modèles comme ça qui se comportent bien en laboratoire. Ça facilite notre vie. Et donc, voilà, ça, c'est une jolie petite photo de Colobacter. Donc, ici, vous voyez le corps de la bactérie. Elle fait à peu près entre 1 et 2 microns. Là, nous avons son pédoncule ou un stock. Et là, vous avez le holdfast, le patch de glu la plus forte de la nature. La plus forte, pas que de la nature, même synthétique. Donc là, c'est un zoom. Et comme vous pouvez voir, le holdfast est tout petit. Il fait à peu près 40 nanomètres. Voilà, et cette souche modèle, j'ai oublié de vous dire, elle a été isolée dans le lac d'eau douce en 1964, quelque part en Californie. Donc, si on parle, donc, le holdfast, c'est ce tout petit point de colle, comme je vous l'ai dit, et en fait, il est crucial pour l'adhésion. S'il n'y a pas de holdfast, il n'y a pas d'adhésion. Donc là, ce qu'on regarde là, j'ai réussi à mettre une protéine fluorescente verte dans mes bactéries. Ça me permet de les voir plus facilement au microscope. Donc là, chaque petit point qu'on voit, c'est une bactérie qui est attachée sur une surface. Ça, c'est la souche sauvage, c'est lui. Il a un holdfast, il attache super bien. Ça, c'est sur une surface de verre. Vous pouvez prendre n'importe quelle surface, ça colle. Du verre, du plastique, des dents, des os, du métal, du téflon. Le holdfast va coller à toutes les surfaces. Et ça, on peut s'amuser à essayer de rincer aussi fort qu'on veut, frotter aussi fort qu'on veut. Ces bactéries-là, une fois qu'elles sont attachées, elles vont rester là pour toujours. Maintenant, si jamais je fais un mutant et que j'enlève le holdfast, ben là, vous voyez donc la même surface et vous voyez qu'il y a très très peu de cellules. Il y en a quelques-unes et si je devais les laver super fort, juste le jet, si je mettais un coup de Karcher là-dessus, il n'y aurait plus de bactéries. Elles ne sont pas attachées de façon irréversible, de façon très très forte. Puisque celles-là, même si j'y mets un coup de Karcher, elles resteront là. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, avec juste une goutte de colle, vous vous rappelez la colle du gecko? Bon, ben avec la colle, si on met une goutte de colle de gecko, on peut arriver à soulever une figurine de Spider-Man. Je ne sais pas comment ça pèse, mais ça pèse peut-être, je sais pas, 5 grammes, 10 grammes. Pas terrible. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais petite du moins, il y avait cette publicité à la télé où on mettait une goutte de super glue sur le casque d'un mec de la construction et il pouvait s'attacher au plafond. Donc ouais, une goutte de super glue commerciale, on est capable de soulever une personne qui travaille dans la construction avec un holdfast. On est capable de soulever une vache. Alors j'ai mis ça là, que ça n'a pas été testé en laboratoire parce que mon père, qui n'a pas trop d'idées de ce que je fais dans le laboratoire, m'a demandé si on collait, on soulevait des vaches. La réponse est non. On n'a pas le droit, il y aurait trop de paperasse d'éthique à faire. Nous ne travaillons pas, on n'essaye pas d'attacher des vaches au plafond. Voilà. Si mon père était là, il serait content. Voilà. Donc, juste pour remettre en perspective la force d'adhésion du holdfast comparée à toutes nos colles, vous vous rappelez, je vous ai dit que la colle dentaire, c'était la colle la plus puissante, la colle synthétique la plus forte qui existe. Bon, bah, ça, c'est 2 à 3 fois plus fort. Voilà. Donc, les bactéries sont les meilleures. Il n'y a pas à dire. Donc, maintenant, on va essayer de regarder un petit peu comment Colobacter forme des biofilms en général. Donc là, nous avons... En fait, cette bactérie, elle est quand même assez rigolote parce qu'elle a 2 modes de vie, on va dire. Donc, quand elle naît, c'est une bactérie, un bébé, on va dire, c'est une bactérie qui va avoir un petit flagelle. Alors, un flagelle, c'est un filament qui est derrière la cellule et qui va lui permettre de nager, un petit peu comme un tétard, je dirais, ou un spermatozoïde, un petit filament comme ça. Et elle a aussi des petits pilis, c'est des petites fibres qui va lui permettre de pouvoir se diriger. Donc ça, c'est la cellule quand elle est jeune.
hop, elle va arriver sur une surface. Et là, les pili vont la mettre en position sur les surfaces, fesses vers la surface. Le flagelle va s'attacher, va la ralentir parce que bon, le flagelle bouger et hop, et tout d'un coup il s'accroche sur la surface. Hop, la bactérie va ralentir, les pili vont la mettre bien droite. Donc là, on a un premier attachement entre la surface et la bactérie, mais c'est pas très fort ça, comme force d'attachement. Si elle n'est pas contente, elle peut partir si elle a envie. Mais disons qu'elle est contente, qu'elle veut rester là. Bon, ben là, elle va perdre son flagelle et synthétiser son holdfast à la place. Donc, et les pili l'aident à rester bien droite pour que le holdfast soit bien positionné pour entrer en contact avec la surface. Une fois que le holdfast est en contact avec la surface, alors là, l'adhésion est irréversible. On peut faire ce qu'on veut à cette bactérie-là, elle ne se détachera jamais. Et j'ai déjà essayé de les affamer, de les stresser ou quoi. Non, une fois qu'elles sont attachées par le holdfast, elles ne partent pas, elles préfèrent mourir. Ce qui est assez triste, mais c'est comme ça. Donc, et une fois que cette bactérie est attachée, donc elle va continue dans le cycle de la vie, je dirais, et elle va former son pédoncule, continuer à grandir, et finalement, elle va faire une cellule fille qui est la même que celle-là. Donc, on a la cellule avec le pédoncule, ça va être la maman, la cellule mère, et la petite, et elle a et la cellule mère va rester là, et la fille est motile, elle va pouvoir se balader, aller ailleurs dans l'environnement, trouver une autre place et un autre endroit à coloniser si elle a envie. Donc si vous répétez ce cycle-là plein de fois avec plein de bactéries, vous commencez à avoir un biofilm et au plus vous attendez encore plus longtemps et là ça commence à faire quelque chose de compact. Une fois qu'elles sont comme ça, si vous marchez là-dessus dans une rivière, je peux vous dire que vous allez tomber parce que ça va glisser. Donc, et dans la vraie vie, à quoi ça ressemble un biofilm ? Ça ressemble à ça. Alors là, c'est juste une poussière. Il y avait une poussière et toutes les bactéries se sont accrochées sur ma petite poussière. Donc vous voyez, ça c'est tout petit. Hein. Là, la petite barre, là, c'est 10 micromètres. Donc vous voyez, chaque cellule toute seule, donc avec leur pédoncule, bien sûr, elles se sont attachées aussi sur la grille qui me servait pour prendre la photo de microscopie. Mais là, vous les voyez toutes en belle communauté, toutes les unes avec les autres. Un magnifique biofilm. Voilà. Donc, maintenant vous allez me dire, on va parler un petit peu de données. Comment est-ce qu'on étudie la code la plus puissante de la Terre ? Et en se rappelant qu'elle est tellement plus petite, tellement petite. Je vous ai dit, une bactérie, c'est 100 fois plus petit qu'un cheveu. Bon, ben, imaginez qu'un holdfast, c'est 100 fois plus petit qu'une bactérie. Donc, c'est très difficile de travailler là-dessus parce que, bon, c'est tout petit et ça colle à tout. C'est ça le problème aussi. Donc, nous, une des méthodes qu'on a décidé d'utiliser, c'est ce qu'on appelle un microscope à force atomique. Ça fait super sérieux comme nom, mais en fait, c'est cette machine-là. Au Canada, une machine comme ça, il y en a 4. On a de la chance, j'ai de la chance d'en avoir une. Enfin, on a de la chance d'en avoir une. Et donc, qu'est-ce que fait un microscope à force atomique ? Comme son nom ne l'indique pas, ça n'est pas un microscope. C'est un scanner. Ça ne va pas prendre une photo comme un appareil photo ou un microscope. En fait, ce que ça va faire, donc on a ici une toute petite pointe. La petite pointe, vous la voyez, elle est là sur mon doigt. Je ne sais pas, ouais, on la voit un petit peu. Ouais, là, vous voyez, ça c'est la petite pointe. C'est tout ça. Et au bout de ce petit rectangle, il y a une micro-pointe de 2 nanomètres. Donc, inutile de vous dire qu'on ne la voit pas facilement, mais ça nous permet de pouvoir scanner des échantillons avec une résolution de dingue. On arrive à avoir des molécules d'ADN avec un AFM. Et donc, ce qu'on va faire, on va avoir un laser qui va se réfléchir sur la pointe de l'AFM, parce que vous pouvez voir, elle est en métal, donc elle va pouvoir refléter le laser. Et on a un photodétecteur qui va nous dire la position du laser à chaque fois que la petite pointe bouge. Donc maintenant, vous imaginez, on a un échantillon sur une surface, j'ai mon laser et on va passer de côté à côté comme un scanner. Donc là, la pointe ne bouge pas, puis pouf, elle rencontre l'échantillon, elle va commencer à monter. Donc là, je vais pouvoir voir la topographie de mon échantillon. Un peu comme quand on lit du braille, c'est pareil. Et on arrive comme ça à reconstruire des images.
Donc un AFM, c'est super, ça fait des super belles photos comme celle-là. Regardez celle-là, comme elle est belle de Colobacter. On a la cellule maman, et là, elle va bientôt se diviser, et on voit déjà le flagelle de la cellule fille. Voilà. Et donc, le microscope à force atomique a été inventé pour faire des belles photos. Vous allez me dire, avec des belles photos, on ne peut pas trop apprendre, on ne peut pas trop comprendre comment cette colle fonctionne. Mais des chercheurs ont trouvé bien plus tard qu'en fait, au lieu de passer de côté à côté, de regarder la topographie, en fait, on peut aussi prendre la pointe de notre AFM et appuyer up and down comme ça. Donc, si, disons, on a un matériel qui est collant, on appuie. Quand on essaye de relâcher, qu'est-ce qui va se passer? Le type va rester accroché, donc il va se courber, et on va pouvoir suivre ça grâce à la position du laser. Et donc on va tirer, puis à un moment ça va lâcher, et là on peut arriver à déterminer la force. C'est comme un peu quand il y a un chewing-gum par terre et qu'on marche dessus, on peut avoir, pas le pied qui reste coincé, mais si c'était un chewing-gum fait avec des holdfast, peut-être. Voilà. Mais donc on arrive comme ça à mesurer la force d'adhésion, parce qu'on peut bien sûr contrôler la vitesse avec laquelle on retire le type, la force qu'on va mettre pour retirer le type, aussi combien de temps on reste appuyé. Est-ce que si j'appuie juste comme ça et je retire, qu'est-ce qui se passe comparé à si j'appuie comme ça super fort pendant longtemps et que je retire, est-ce qu'il me faut plus de force? Donc est-ce que ça va nous apprendre des paramètres comme est-ce que la colle est toujours collante de la même façon, ou est-ce qu'elle va sécher, par exemple. Si vous prenez de la colle époxy ou n'importe quelle colle, c'est liquide. Si vous attendez un petit peu, ça devient solide. Pareil avec le holdfast, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les temps que ça met pour maturer, pour être vraiment solide? Tout ce genre de choses. Et après, on peut aussi utiliser la même chose, le même mouvement up and down de l'AFM en disant, là, quelle est la force, comme je vous ai dit, pour rétracter, mais aussi qu'est-ce qui se passe quand on appuie? Si on appuie sur quelque chose de super dur, j'appuie, ma pointe va se déformer et je vais pouvoir apprendre des choses sur l'élasticité. Est-ce que le matériel est plutôt mou, plutôt malléable, ou bien si j'appuie, sur un bout de beurre qui était à température ambiante, le type, il va aller, la pointe va aller dedans comme dans du beurre, et je vais avoir moins de déformation, donc je saurai que le matériel est plus mou, tout ça. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on fait et qui nous ont permis à comprendre beaucoup mieux le holdfast. Et là, je vais bien sûr pas vous donner tous les trucs techniques et scientifiques, ça n'a aucun intérêt, mais voici juste 15 ans de mes recherches dans une diapo. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc là, on revient à notre petite bactérie qui s'attache. Et là, maintenant, on va faire un zoom, et se mettre à une plus grande échelle. Donc là, vous avez le cul de la bactérie, le holdfast et la surface. Et là, la surface, une surface, c'est jamais complètement lisse. Il y a toujours des petites cavités, des petites crevasses. Donc en fait, on a réussi, grâce à ces microscopes à force atomique, en fait, on a réussi à démontrer que le holdfast, c'était pas juste une boule de glu, mais en fait, c'était une boule avec des petits filaments. Je pense à une boule avec des cheveux. Donc en fait, on a réussi à montrer que le premier contact entre le holdfast et la surface, c'était fait par ces filaments. Ils arrivent, ils vont se mettre dans les petites crevasses de la surface. Au plus la surface est rugueuse, au plus il y a de petites crevasses pour que les fibres aillent à l'intérieur, au plus l'adhésion va être forte. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si on laisse un petit peu du temps, ces fibres vont se compacter, ça va amener le noyau du holdfast contre la surface, et le noyau du holdfast, c'est ça qui est vraiment adhésif. Donc maintenant, une fois que le noyau est en contact avec la surface, c'est là qu'on ne peut plus le décoller, c'est là que c'est super fort, ça commence à durcir, et voilà. Et en fait, si vous y réfléchissez, ces petites structures, ça rappelle un petit peu les structures du gecko. Lui, il avait des petites structures pour faire de l'adhésion. Nous aussi, en fait, le holdfast, c'est pas juste une bille, c'est une bille avec des cheveux. Et donc, le holdfast a la même stratégie que le gecko. Il a des structures. Mais si on continue, on a fait d'autres recherches qui ont montré que le holdfast, en fait, il est composé de sucre et de protéines. Et ces protéines sont adhésives. Donc, ce qui se passe, c'est que ces protéines vont être dans le noyau du holdfast.
ça va être des petites molécules qui se déplacent librement dans le noyau du holdfast, mais quand elles arrivent, quand il y a la surface, quand le holdfast s'approche de la surface, il va avoir un changement de conformation à l'intérieur du holdfast et les adhésines vont aller se mettre en contact avec la surface et c'est ça qui génère une adhésion super forte. Donc là, tiens, on a des molécules des protéines adhésines et si vous vous rappelez le début du talk, je vous ai dit, la moule, la moule est le meilleur exemple de molécules adhésines, de colle qui marchent avec des molécules. Et eux aussi, bon, on va pas voir ça en détail, mais il y a aussi différentes protéines qui vont se réarranger pour faire une adhésion forte. Donc en fait, on peut se dire, le holdfast, c'est peut-être un peu le meilleur des deux mondes. Il a les structures, il a les protéines adhésines, et c'est peut-être pour ça qu'il est tant collant. Et on continue maintenant, on continue là-dessus. Maintenant, il faut comprendre quelles sont ces protéines adhésines. Ça fait, depuis pas très longtemps, j'ai une protéine candidate, j'ai fait des mutants, il adhère moins bien. Maintenant, il faut que je continue à étudier ça. Mais donc, tout ce que je vous ai dit là, c'était pour notre bactérie modèle Colobacter crescentus. Mais il faut savoir que des colobactères, comme je vous l'ai dit, il y en a de partout. Donc, ouais. Les bactéries qui font un holdfast, c'est pas quelque chose de rare. Il y en a plein et elles habitent de partout. Et elles vivent dans des environnements très différents. Yellowstone, une banquise, et ça, je vous ai mis un bout de la mer morte pour juste vous montrer 3 exemples. Donc, dans ces endroits-là, on peut imaginer, non pas on peut imaginer, c'est vrai, les bactéries, au cours de l'évolution, elles ont adapté leur adhésine pour pouvoir coller dans ces environnements. Et ça, c'est juste 2 cartes, juste pour vous montrer un exemple de la diversité. Ça, c'est juste ce qu'on a dans notre collection de bactéries au laboratoire. Chaque petit point-là est un colobactère qu'on a isolé de l'environnement, que d'autres gens ont isolé de l'environnement et nous les ont envoyés. Donc, vous pouvez voir que ça couvre quand même un très grand espace. On a tous les environnements possibles qui ont été échantillonnés et on a récupéré des colobactères. Et ça, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec le grand public. Il y a 2 ans, on avait distribué des kits de prélèvement d'eau lors d'une exposition et on avait demandé aux gens d'aller chercher de l'eau de partout dans le Québec, de nous les envoyer pour retrouver des colobactères. On en a trouvé plein et je peux vous dire que leur holdfast n'est pas nécessairement le même que celui de Colobacter crescentus, de notre bactérie modèle, donc c'est quand même assez intéressant. Donc on a déjà de quoi s'amuser, puis moi j'aimerais bien aller dans la banquise chercher des bactéries personnellement, mais bon, on verra si ça se passe un jour. Et là, je vous ai juste montré un petit exemple de la diversité des bactéries qui ont un holdfast. Donc les petits points noirs que vous voyez là, ce sont des bactéries, vous pouvez voir qu'elles ont des formes différentes. Et ce qu'on voit en vert, c'est les holdfasts que j'arrive à marquer avec une molécule fluorescente. Donc, sur chaque photo, vous voyez petite bactérie en noir et holdfast en vert. Et vous pouvez voir que ce qu'elles aiment bien, c'est se mettre ensemble. Même là c'est en liquide. Elles n'ont pas de surface sur lesquelles coller. Mais même quand elles sont en liquide, elles arrivent quand même à faire des petites communautés, à faire des petits groupes de bactéries. Voilà. Et moi, je trouve ça très joli de regarder ça au microscope. Ça fait des petites fleurs, des petites étoiles, et puis voilà. Et donc, une de nos questions, c'est pas juste de regarder des belles bactéries, mais c'est de comprendre, comment tous ces holdfasts ont évolué pour adhérer le mieux possible dans leur environnement. Parce que imaginez, disons, on arrive à faire une colle. On pourrait avoir une colle avec... vous voulez coller un truc qui va rester dehors en hiver au Québec. Vous allez utiliser la colle de cette bactérie qui vit là. Maintenant, vous voulez coller quelque chose que vous allez mettre en plein soleil quelque part. Peut-être qu'il vaut mieux prendre une de la mer morte, etc. Donc, et en fait, on a commencé, on est vraiment tout en haut de l'iceberg, parce que c'est pas forcément facile, mais on a commencé à étudier ce concept. Donc là, on retrouve notre bactérie Colobacter. Je vous ai dit, elle vit dans l'eau douce. Elle produit des petits holdfasts, 40 nanomètres en moyenne. Et je vous ai dit que le holdfast collait à toutes les surfaces, c'est vrai, mais en fait, quand on commence à mettre du sel, si on met moins de 0,5 g par litre de sel, le holdfast ne colle plus. De Colobacter ne colle plus. Mais maintenant, ça c'est Escherichia baltica, la cousine de Colobacter, même si elle lui ressemble pas trop,
c'est sa cousine. Et comme son nom l'indique, Baltica, elle a été isolée de la mer Baltique. La mer Baltique est très haute en sel. Et donc là, sur cette photo, on voit un petit colobactère ici, le Holdfast en vert, comme sur la diapo précédente. Et là, vous voyez une bactérie de Escherichia avec un énorme patch vert. Ces bactéries-là font des Holdfast à peu près 10 fois plus gros que ceux de colobactère. Elle vit dans la mer. Et son Holdfast colle très bien jusqu'à 300 grammes de sel par litre. La mer morte, c'est 300 grammes de sel par litre. On n'est pas allé plus loin parce que j'avais des problèmes pour dissoudre le sel. Enfin bon, ça colle bien quand il y a beaucoup de sel. Donc voilà, donc déjà là, on a juste 2 bactéries et on est arrivé à coller dans 2 conditions vraiment différentes. Et on peut s'amuser à prendre, parce que celle-ci, on connaît son génome aussi, donc on peut arriver à prendre, à regarder et faire le jeu de cette différence, à dire, ok, qu'est-ce qui est dans le génome de une et qui n'est pas dans le génome de l'autre, qui pourrait faire que son Holdfast colle mieux que celui-là. On a trouvé quelques gènes candidats, on a réussi, donc on les a pris de cette bactérie-là, on les a mis dans celui-là, et devinez quoi, celle-là, maintenant, colle mieux en conditions salines. Donc c'est toujours, c'est un début, mais c'est quand même super prometteur. Et sur ce, je voudrais juste finir, voilà, pour vous dire notre but. Bon ben, c'est est-ce qu'on peut utiliser toutes ces connaissances pour créer une colle universelle, voilà, de mélanger tout ce qu'on a appris sur tous les Holdfast, ceux de colobactère, ceux de Escherichia et tout ce qu'on n'a pas encore étudié, pour arriver à faire une colle universelle. On n'aurait plus besoin d'aller à Canadian Tire et de choisir entre 25 tubes de colle différents. On en aurait un qui collerait tout dans toutes les conditions. Ça serait pas toxique, ça serait biodégradable, ça serait fait par des bactéries, donc ça vient pas du pétrole et ça serait quand même vachement mieux. Donc voilà. Et sur ce, bon bah juste pour vous dire, tout ça c'est fait dans le laboratoire de Yves Brun, pavillon Roger Gaudry à l'Université de Montréal, le bâtiment le plus moche de Montréal si vous me demandez. Je sais que pas tout le monde est d'accord, mais désolé, c'est voilà. Le seul point positif de travailler dans ce bâtiment, c'est qu'on le voit plus. Voilà. Et ça, c'est les gens du laboratoire. Donc ça, c'est notre chef. Et voilà, tous les gens du laboratoire qui travaillent sur des Holdfast ou des autres adhésines bactériennes ou des sujets complètement différents comme la forme des bactéries ou bien la résistance aux antibiotiques. Et ça, bah, c'est les nouveaux, ils n'ont pas de photo encore, désolé. Voilà. Sur ce, ben...